C'est parti. C'est parti. C'est bon. C'est bon, je pense. Nous nous excusons pour cette interruption qui est due au fait que nous avons atteint le temps limite de 4 heures. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'amorcer la conclusion. Je disais donc que l'isolement de l'empereur Jacques Ier, c'est-à-dire de Dessalines, était arrivé à son point critique. De sorte qu'il n'a pas vu venir la conspiration qui aura raison de lui. Il y a des révoltes qui sont des manifestations de la colère du peuple contre la dictature. Et l'empereur lui-même est chahuté le 16 octobre 1806. Et il prend conscience à ce moment-là qu'il n'a plus la hiérarchie militaire avec lui. Les faits démontreront après l'assassinat que Christophe a pris part au complot, mais c'est le général mulâtre Pétion qui était le cerveau du complot. Et sur le chemin de son excursion où il a été chahuté, durant son passage à Jacmel, qui est une localité d'Haïti, que moi-même j'ai visité, l'empereur aurait dit à son fils, qui était censé lui succéder en cas de malheur: mon fils, tiens-toi prêt. Après tout ce que je viens de faire pour ce peuple ingrat, si les citoyens venaient à se soulever contre moi et s'il m'arrivait malheur, il faudrait que tu reprennes le flambeau pour défendre mon honneur. Donc, il parle toujours en termes d'honneur. Il parle de son honneur. Ce qui dénote, de mon point de vue, une certaine mégalomanie. Parce que le problème n'est pas sa personne. Le problème c'est, est-ce qu'il a reçu mandat de son peuple? Ou est-ce qu'il s'est proclamé empereur en se donnant lui-même un mandat? Si cette deuxième hypothèse est la bonne, il ne peut pas réclamer la loyauté. Autrement dit, tous les complots qui sont ourdis par les Noirs, au moment où il y a le mouvement de libération des Noirs, que ce soit le complot qui a abouti à l'assassinat d'Amilcar Cabral, dont nous allons parler bientôt, que ce soit le complot qui a abouti à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, à l'assassinat de Thomas Isidore Sankara, tous ces complots viennent d'une seule chose. C'est que il y a des gens qui persuadent l'entourage que le leader s'apprête à se débarrasser de tout le monde pour régner avec son seul clan. Blaise Compaoré a dit: Sankara s'apprêtait à nous tuer et nous avons pris les devants. Le garde du corps d'Amilcar Cabral n'a pas eu le temps de parler. Mais le frère, le demi-frère d'Amilcar Cabral, Louis Cabral, a dit c'est parce que Cabral était devenu paranoïaque et nous étions tous menacés. Mais il n'a pas dit je l'ai tué, ce qui serait indécent venant de lui. Quant à Mobutu, il a dit Lumumba, il était devenu ingérable et il y avait le désordre et la mutinerie qui menaçaient de nous enlever tous nos privilèges. C'est pour ça que nous avons préféré pactiser avec les Belges et les Américains pour nous débarrasser.
Donc, toutes ces excuses sont fausses. Mais Pétion a dit pratiquement la même chose. Dessalines n'était plus le Dessalines qu'on a connu. C'était devenu un tyran, je dis le mot, sanguinaire et autiste, qui n'entendait plus personne. Il n'écoutait même plus les conseils de son propre fils, de sa propre compagne qu'il a répudié, pour avoir osé lui dire que dans le peuple, ça ne va pas. Donc, à un moment donné, il ne restait plus, selon Pétion, qu'une seule issue, alors que c'est faux. Il pouvait le prendre prisonnier. Pétion dit c'est un homme qui ne peut pas accepter d'être prisonnier. On ne voit pas Dessalines prisonnier. Donc, Pétion a dit le moindre mal pour le peuple haïtien, c'était de le débarrasser du tyran sanguinaire. Et pour le débarrasser, on attaque son convoi. On le tue. Mais comme il n'est pas encore mort, il est vidé de son sang. On va maintenant décapiter, prendre sa tête, le percer de tous côtés et le livrer à la population. Donc des voyous, des gens qui étaient des sans feu ni lieu, sans toi ni loi, se sont défoulés sur le corps. Le corps de Dessalines, on ne peut pas vous décrire comment il a fini. Ils ont déchiqueté le corps. Dessalines n'a pas eu une sépulture digne de son nom. Mais le plus extraordinaire, c'est que une fois que le peuple a été au courant partout, il n'y a pas eu d'élan populaire pour faire un deuil à Dessalines. Tellement les rumeurs s'étaient répandues contre lui, tellement la médisance, les ragots, tout concourait à dire que Dessalines est le mal du peuple français. Et il y a une phrase d'Henri Christophe qui est terrible. Il valait mieux laisser Bonaparte plutôt que le Dessalines comme voilà. C'est comme ça que la révolution haïtienne a mangé ses propres enfants. Que l'inimitié, la haine, s'est ajoutée à la haine. La fin tragique de l'empereur Jacques Ier précipita du même coup Haïti dans une crise institutionnelle chronique que la France humiliée ainsi que les États-Unis mettront à profit maintenant pour étouffer militairement et économiquement le peuple héroïque d'Haïti et pour rétablir les hommes qui vont leur permettre de prendre leur revanche et de piller Haïti. Piller. Donc la France et les États-Unis ont organisé le pillage en règle d'Haïti. Cela a pris 3 phases. 1. La répression de tous ceux qui faisaient des cultes vaudouisants. Et une percée d'un christianisme que je peux appeler revanchard. Deuxièmement, la présentation du peuple haïtien comme un peuple pauvre à cause du vaudou. Parce que l'idée c'est, partout où on a fait le vaudou, la magie noire, les gens étaient pauvres. Si c'était une religion, qui est une religion du vrai Dieu, pourquoi ils seraient pauvres? La troisième chose, le peuple haïtien est un peuple conspirateur qui est parti prêter main forte aux révoltés des États-Unis, qui est parti prêter main forte aux Cubains, aux Vénézuéliens, aux Boliviens, et même jusqu'à l'Afrique. Donc c'est un peuple subversif qui est dangereux pour la stabilité des autres peuples. Et ce faisant,
On a donc fait une sorte de transfert d'agressivité contre les Haïtiens partout dans le monde. Jusqu'au moment où je vous parle. Quand les Haïtiens arrivent quelque part, il y a toujours ces clichés et ces stéréotypes qui les suivent comme leur ombre. C'est de tout cela qu'il va falloir défaire Haïti. Le déficit d'image qui touche Haïti. Ce que nous, Africains, nous oublions, parce que nous-mêmes, on joue dans ce registre. C'est que ce qui est à tête derrière Haïti, c'est la dignité de l'Afrique. C'est l'Afrique qu'on humilie quand on humilie Haïti. Donc je suis toujours étonné quand des Africains participent à l'humiliation d'Haïti. Je mets ça sous le compte tout simplement de l'ignorance ou de l'amnésie. Mais je ne peux pas comprendre qu'un Africain lucide, ayant une connaissance clairvoyante de notre histoire, puisse se mettre du côté des bourreaux d'Haïti. Neuvième et avant-dernière question. Pourquoi Dessalines a-t-il créé un empire et s'est fait couronner empereur à vie, entre guillemets, sous le nom de Jacques Ier? J'ai déjà répondu à cette question. Mais je peux juste dire que le couronnement de Dessalines a été très onéreux. Il a dépensé énormément. Il a même fait en sorte que son couronnement en tant qu'empereur soit plus important que la déclaration d'indépendance. Il a dépensé plus que la déclaration d'indépendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le héros de Vertières, qui le 18 novembre 1803 a pris avec François Capois, dit Capois la mort, qui commandait lui la demi-brigade, celui qui a pris d'assaut les derniers résidus des troupes de Bonaparte, celui qui criait à la tête des troupes, pas derrière, en avant jusqu'à la liberté. La liberté ou la mort, nous vaincrons. Celui-là, il est devenu l'homme le plus impopulaire d'Haïti en 3 ans. C'est un sujet de méditation. Parce que, et je vais finir sur ça, c'est quoi la popularité? La popularité, c'est tout simplement les assauts d'amabilité, faits ou réels, d'une population qui a des états d'âme changeants, des états d'âme fluctuants. Personne n'est populaire à vie. Chaque jour, il faut mériter la confiance que le peuple a mis en toi. Parce que le peuple, c'est un groupe hétérogène de personnes. C'est plusieurs groupes. Et chaque groupe vient vers toi pour des raisons différentes des autres groupes. Voilà pourquoi, si tu essaies de défendre les intérêts privés au détriment de l'intérêt général, il ne peut pas y avoir de constance dans la popularité. Si tu veux défendre ton intérêt privé au détriment des intérêts privés de ceux qui t'ont porté au pouvoir, parce que ce que le noir voit, c'est quand il est sur le siège et le fauteuil. Ceux qui ne voient pas, c'est ceux qui ont été sacrifiés pour qu'ils soient sur le fauteuil. Ceux qui soutiennent le fauteuil, derrière, dans l'ombre. Or, ceux qui sont dans l'ombre, ce sont ceux-là qui sont les plus dangereux. Dans un combat politique, les premiers ennemis, ce sont tes alliés. Tant il est vrai que personne ne peut t'atteindre s'il n'est pas dans ta proximité et ne jouit pas de ta confiance. Seuls les gens qui sont dans ta proximité et jouissent de ta confiance peuvent t'atteindre. Voilà pourquoi l'Européen est toujours passé par nos entourages. Parce que l'Européen connaît les états d'âme de nos entourages. Pourquoi il y a fluctuation d'état d'âme? Parce qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de directive claire autour de la masse. Le déficit de la masse fait que les gens vont au plus offrant, selon leurs intérêts privés. L'Africain n'a pas encore compris
la nécessité de mettre l'intérêt général avant les intérêts privés. Et aussi longtemps qu'il en sera ainsi, nos chefs seront manipulés. Le peuple sera manipulé. Même les gens chargés de faire la sécurité seront manipulés. Parce que ceux qui ont demandé à Dessalines de sortir ce jour-là de sa forteresse, c'est les gens de sa propre garde, ou ceux qui en restait. Et ceux-là avaient reçu des instructions de Pétion pour qu'ils sortent. C'est la même chose qui a été faite à Samuel II. Donc je veux dire que les Africains doivent comprendre une chose. Nous ne devons pas combattre. C'est-à-dire mettre en jeu la vie de millions de gens. Je ne parle pas même de notre vie, qui est une goutte d'eau. Lorsque nous sommes entourés de gens qui n'ont pas de loyauté, qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont même pas le sens de l'honneur et de la parole donnée. Et l'Européen ayant étudié tout ça, tous les services de renseignement occidentaux travaillent à partir de ça. Ils savent que s'il y a l'argent, s'il y a une femme, s'il y a les honneurs, s'il y a les prestiges liés à la fonction, nous commençons à nous faire une guerre intestine, une guerre tribale. Donc, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de spiritualité. Vous voyez bien que la révolution haïtienne s'est faite. Et l'élite militaire n'a aucune spiritualité en dehors des professions de foi chrétienne, de l'athéisme ou de l'agnosticisme. Ils n'ont même pas creusé sur la spiritualité du Bois-Caïmou. Ils auraient dû faire de la spiritualité du Bois-Caïmou la religion d'État. Si réellement ils étaient en phase avec le sacrifice qui a été fait par tous ces Haïtiens qui ont donné leur vie pour qu'Haïti puisse être libre. Et à partir de la liberté d'Haïti, que l'Afrique puisse à son tour bénéficier de cette liberté. Peut-être. 10e et dernière question. À votre avis, que représente Haïti dans l'histoire du monde noir et dans celle de l'humanité, Serge Corvi? Haïti, c'est d'abord une révolution unique dans l'histoire de l'humanité, où des hommes privés de liberté, privés de la capacité d'apprendre, de s'instruire, privés de la capacité d'être maître de leur propre corps, ont fait une révolution qui a mis 3 principes au sommet. Premier principe, dignité. Deuxième principe, liberté. Troisième principe, équité. La dignité, c'est le fait de se percevoir comme un être humain. Un être humain ne peut pas appartenir à un être humain. Un être humain est une création de Dieu. La liberté, c'est le fait de savoir que quand je pense, quand j'agis, quand je réfléchis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit penser à ma place, qui doit réfléchir à ma place, qui doit substituer à moi pour agir. Je n'ai qu'une seule instance. C'est la liberté de conscience qui vient de mon cœur. Mon cœur. Le siège de l'émotion. Le siège de la volonté. Le siège de la pensée. Le siège même de l'amour et des sentiments. Le problème du peuple noir, c'est que nous voulons nous rassembler, mais il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire le cœur n'est pas là. Rien ne peut se faire sans le cœur. Rien ne peut remplacer le cœur. La troisième chose, c'est l'équité. La différence entre l'équité et l'égalité, c'est que même si quelqu'un est empêché physiquement de travailler, le fruit du travail collectif
collectif lui garantit le maximum pour ne pas devenir mendiant. Pareil pour la femme. La femme n'a pas besoin d'un homme pour vivre. La femme, la société doit la mettre à l'abri du besoin. Le scribe, c'est la société qui le met à l'abri du besoin. Mais qu'est-ce que j'appelle la société? La société, c'est le fruit du travail collectif qui fait l'objet d'un partage, d'une entraide et d'une solidarité. C'est ça qu'on appelle la société. La société, ce n'est pas un agrégat d'individus qui prétendent être camerounais. La société camerounaise, ça veut dire quoi? Je ne connais pas de société camerounaise. Je connais une société camerounaise sous Biya, qui est la première cause de la ruine de ce pays. Donc, c'est parce que nous avons fait des révolutions. Mais ces révolutions n'ont pas tenu compte des fondamentaux de nos erreurs historiques. Or, quiconque n'est pas en capacité de corriger ces erreurs est appelé à revivre l'esclavage. Et s'il y a pire, c'est-à-dire l'extermination, ce sera le cas. Voilà pourquoi nous avons à étudier Dessalines. Ce n'est pas pour la personne de Dessalines, mais c'est pour l'exemple qu'il constitue pour les futurs révolutionnaires qui vont s'atteler à la tâche de la création de l'État fédéral africain. Ça s'appelle le principe d'exemplarité. Il y a un deuxième principe, c'est le principe de l'humilité. Parce que si des hommes comme ça ont été tués pour avoir voulu libérer les Noirs, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons faire mieux que les Nkrumah, qui pouvons faire mieux que les Lumumba. Eux, ils ont fait le sacrifice suprême. Nous, nous en sommes encore à protéger nos petits comptes en banque, nos petits appartements, etc. Un homme qui perd la vie, c'est un homme qui sait que la vie ne s'arrête pas au fait de vivoter. Nous, on vivote. Nous, on appelle vie le fait de vivoter. Bon, bien sûr, on associe à ça la jouissance matérielle. Voilà. Voilà pourquoi certains ne veulent jamais quitter le pouvoir. La dernière chose, c'est le devoir de lucidité. Dans la lucidité, il y a le mot lux lucis qui veut dire la lumière. Nous avons comme mission d'éclairer les générations futures. On doit leur donner la lumière. On doit leur donner la lumière. La lumière, c'est la connaissance. L'obscurité, c'est l'ignorance. Ce qui règne actuellement. Chez nous, c'est l'ignorance. Même au sommet de l'État. Même au sommet de l'État. C'est l'ignorance seule qui peut faire que quelqu'un met ses comptes en banque chez l'ennemi. Se soigne chez l'ennemi. Envoie ses enfants étudier chez l'ennemi. Met tout ce qu'il a chez l'ennemi. Dans l'espoir que le jour où son peuple va se révolter, il va fuir pour aller chez l'ennemi. Donc, nous avons décidé de lancer à partir de dimanche une institution. Et cette institution, je tiens à remercier le frère qui a conçu un certain nombre de documents à la demande de la sœur de combat qui va venir prendre ma place dans quelques instants, la sœur de combat Ndjouepi, qui est en même temps, non, dans quelques instants, je vous ferai ça, qui est en même temps Mama Africa. Mama Africa. Donc, nous voulons que
les on en a encore pour quelques minutes. Nous voulons que les Africains, que dis-je, les Kémites, aient une institution savante qui puisse permettre de les armer de science jusqu'au dents. Cette institution savante, c'est elle que nous appelons l'Association internationale des savants kémitologues. L'Association internationale des savants kémitologues. Au milieu, nous avons le bassin du Nil depuis les sources du Nil. Il y a deux images qui manquent ici. Tant il est vrai que quand on fait un montage, on ne peut pas tout mettre. Il y a les pyramides, qui sont en fait le fruit des sciences et des techniques que nous maîtrisons pour faire la Renaissance. La science et la conscience au service de la Renaissance. Et il y a aussi le pharaon entouré de sa civilisation. Parce que nous sommes des bâtisseurs de civilisation. Et nous voulons bâtir une civilisation qui soit fondée sur la main. Ici, nous avons les livres. Nous avons les DVD. Nous avons les CD audio. Nous avons les documentaires pédagogiques. Et nous avons tous les essais. En fait, les livrets pédagogiques qu'on doit donner à chacun de nos cours. À chaque cours, il faut des livrets pédagogiques avec le contenu des enseignements. Donc, l'Association internationale des savants kémitologues a vocation à recevoir tous ceux qui suivent à la lettre la phrase suivante de Cheikh Anta Diop. On doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, donc, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher sans ménagement des mains des usurpateurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. Nous avons été victimes donc, si on s'en tient à ce que Cheikh Anta Diop a dit, d'une frustration de patrimoine. Donc nous devons faire l'inventaire de notre patrimoine dont nous avons été frustrés. Patrimoine historique, patrimoine linguistique, patrimoine culturel, patrimoine spirituel, patrimoine linguistique. Bref, tout ce que nos ancêtres ont légué et que les autres, c'est-à-dire nos ennemis, utilisent des natures pour pouvoir mieux nous mettre en esclavage par des contrefaçons. Pendant que nous-mêmes, nous sommes maintenus dans l'ignorance. Donc le véritable combat qui va s'ouvrir à partir du 12 janvier, et je porte la responsabilité devant l'histoire d'un tel événement avec tout le poids que cela confère. Mon but, c'est de réunir 100 personnes. C'est un amphithéâtre équipé pour de tels événements. Je veux réunir 100 personnes. Je demande à ces 100 personnes, puisque nous aurons 12 séances de janvier 2020 à janvier 2021, fin du premier cycle, je leur demande de s'acquitter d'un abonnement de 120 € à l'année, qui correspond à 10 € par mois. Cela permettra d'avoir un fonds de roulement et de fonctionnement qui va nous empêcher de végéter de salle en salle et qui va permettre aux gens d'avoir une logistique sur place. Un comité d'organisation sera à la disposition des participants à cette formation. Et le rôle de ce comité d'organisation sur lequel nous reviendrons demain, soit au cours du live que nous allons faire sur les grands ouvrages classiques
de la Renaissance kémite, nous en reparlons. Nous disons que tous les Africains qui sont présents physiquement à Paris, en l'Île-de-France, même en province, qui se reconnaissent dans l'enseignement de Cheikh Anta Diop et qui sont convaincus que l'égyptologie n'est pas une discipline. L'égyptologie que nous appelons la kémitologie n'est pas une discipline ordinaire, mais est une discipline stratégique pour la renaissance des kémites. Nous leur demandons de se joindre à nous. Et cela m'amène à faire une avant-dernière citation du maître. Dans Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Page 5. L'existence d'une égyptologie africaine seule permettra, grâce à la connaissance directe qu'elle confère, de dépasser pour de bon les théories frustrantes et dissolvantes des historiens obscurantistes ou agnostiques qui, à défaut d'une information solide puisée à la source, cherchent à sauver la face en procédant à un hypothétique dosage d'influence ethnique comme s'ils partageaient une pomme. Seul l'enracinement d'une pareille discipline scientifique en Afrique noire amènera à saisir un jour la nouveauté et la richesse de la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa profondeur, sa puissance créatrice. L'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un Prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation, et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Aujourd'hui, chaque peuple, armé de son identité culturelle retrouvée ou renforcée, arrive au seuil de l'ère post-industrielle. Un optimisme africain atavique, mais vigilant, nous incline à souhaiter que toutes les nations se donnent la main pour bâtir la civilisation planétaire au lieu de sombrer ensemble dans la barbarie. Cheikh Anta Diop. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Cheikh Anta Diop parle de toutes les nations du monde. Les nations d'un monde rêve. Et il dit, ce sera la civilisation ou la barbarie. Ce sera la civilisation ou la barbarie. Il n'y a pas de tiers positionnement. Entre la civilisation et la barbarie, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de compromis. La civilisation est aujourd'hui du côté des Kémites. La révolution kémite seule porte en germe les ferments d'un monde multipolaire qui sera axé autour du concept nodal de la marque. Voilà la raison pour laquelle nous devons chaque fois avoir la gratitude pour les personnes qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur énergie, qui ont donné de leur intellectualité pour renforcer l'œuvre commune de renaissance. Mais la renaissance n'est pas possible si on ne part pas de la source. C'est à la source que les lamentés viennent boire lorsqu'ils ont besoin d'étancher leur soif. Et c'est de ça, ce sera ma dernière citation, que nous parle Cheikh Anta Diop. La première, c'était ça, un extrait de sa préface à l'ouvrage intitulé L'Afrique dans l'Antiquité, Égypte pharaonique, Afrique noire, de Théophile Obenga. La deuxième, c'est Civilisation, barbarie, anthropologie sans complaisance. Et la troisième, c'est quoi? C'est le rituel. Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Le professeur
écrivain. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point de dépaysé, comme le serait tout autre homme, qui soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélée par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétique des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source d'édifiant que constitue pour elle le monde nègre. Je voudrais dire que demain, à 20h, nous présenterons avec le frère de combat Narmen Zéo, qui reviendra là-dessus, l'ouvrage Forced Migration, The Impact of the Export Slave Trade on African Societies, du professeur Inikori, Joseph Inikori, le plus grand spécialiste de la traite négrière actuellement vivant, mais dont l'œuvre n'est jamais traduite en français et est quasiment de ce fait inconnue des Africains. Donc, demain, il s'agira de proposer une lecture méthodique d'un ouvrage qui fonde l'historiographie mondiale de la traite, qui nous donne les éléments de clarification définitive face à ce que nous appelons les postures africanistes et eurocentristes. Donc c'est un très grand événement demain. Je voudrais donc inviter la plupart des frères à se rendre à la librairie Tameri Sematawi pour assister nombreux à ce live. Je voudrais dire que le samedi 11, je serai présent en Belgique, à Namur, très exactement, où il y a la grande rencontre, le sommet des résistants du Cameroun contre le massacre des populations de la partie qu'on appelle anglophone, entre guillemets. Le massacre, moi je dis le mot massacre même est faible. Génocide perpétré avec la complicité des pays occidentaux par Paul Biya et sa soldatesque assoiffée de sang. Donc, nous comprenons que la jeunesse de ce pays, exaspérée de cette partie du Cameroun, décide de se défendre, et la meilleure défense étant l'attaque. Certains ont été jusqu'à dire qu'ils veulent maintenant se séparer du Cameroun. On les appelle des séparatistes ou des sécessionnistes pour créer l'Ambazonie. Nous disons que ce n'est pas notre solution. Que lorsque des gens parlent en Angola de créer un État qui s'appelle Cabinda, lorsque des gens parlent au Mali de créer un État qui s'appelle Azawad, lorsque des gens parlent aujourd'hui au Burkina Faso de créer au nord du Burkina Faso un État séparé du Burkina Faso, nous disons que ce n'est pas en créant 100 États, 80 États, que nous voulons résoudre le problème que nous ne pouvons pas résoudre avec 54 États. Donc pour nous, la question au Cameroun,
est une question qui est liée au néocolonialisme et au fait que des nègres se prétendent anglophones alors qu'ils ont des langues africaines. Des nègres se prétendent francophones alors qu'ils ont les langues maternelles. Des nègres se prétendent germanophones ou que sais-je. Et sur la base d'une division linguistique étrangère artificielle, on vient fonder un projet de sécession. C'est inacceptable. Pour nous, nous combattons l'Ambazonie. Évidemment, il y a des représentants qui défendent l'Ambazonie, dont les responsables sont en prison. Nous demandons la libération de ces responsables. Ce qui comptera, c'est la voix du peuple. Ce n'est pas la voix de quelques hommes. Et si on ne les libère pas aussi, on en fait des martyrs. Les vrais criminels sont ceux qui sont avec Biya, qui lui-même est le chef de bande des criminels. Donc notre position est très claire, s'agissant du Cameroun. Il faut que le Cameroun, qui est pour nous une région, pas un État, parce que ce qu'on appelle l'État au Cameroun ne fonctionne pas. C'est l'État colonial français qui n'a jamais été réformé. Donc pour nous, il faut qu'émerge au Cameroun ce que nous appelons une force panafricaniste avec des militants acquis aux têtes de Diop, de Marcus Garvey, qui vont maintenant s'appuyer sur les masses populaires, les paysans pauvres, les femmes qui sont discriminées, la jeunesse marginalisée et conduite en exil, contrainte à l'exil. Ces forces doivent se mettre avec les panafricanistes pour faire du Cameroun une région clé pour créer l'État fédéral africain. Il faut arrêter de dire qu'on a des partis. Bon, donc ceux qui nous invitent à Namur, avant de m'inviter, je leur ai dit, est-ce que vous savez qui je suis? Ils ont dit, oui, on te connaît. J'ai dit, d'après vous, je vais faire quoi là-bas? Ils ont dit, non, tu vas soutenir Kamto. J'ai dit, non! Je ne suis pas un soutien des individus qui aspirent au pouvoir qu'ils ont déjà exercé dans le passé. Je veux l'émergence d'une lame de fond et une force politique d'alternative basée sur le panafricanisme. Je ne veux pas des gens qui sont pour le système là et qui, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, après avoir été ministre dans ce système, déclarent maintenant que celui qui est là doit disparaître pour qu'eux ils gèrent mieux le système. Nous n'avons pas besoin des gestionnaires du néocolonialisme. Nous avons besoin de panafricanistes qui vont faire une alternative et non pas une alternance dans le système. Voilà ma position. Je dis, est-ce que je peux défendre cette position? On dit, le professeur va défendre sa position. Étant donné que beaucoup de gens qui sont dans la mouvance de Kamto, qui sont dans les mouvances de Cabral Libye, en fait, ils sont avec le professeur lui-même. Mais les contradictions du pays sont telles que les gens aiment aller dans l'opposition pour avoir la chance d'avoir un poste. Demain, si tel candidat arrive à ce poste, on espère que ceux qui sont avec lui seront les premiers servis. Et voilà pourquoi tout le monde fait la queue pour dire qu'il est kamtoïste, il est cabraliste, il est je ne sais quoi. Nous disons que la personne qui va porter le leadership au Cameroun n'est pas encore au Cameroun. Elle n'est pas encore au Cameroun. Nous sommes même pour la candidature de Madame Nathalie Yang, qui a été expulsée par Ouattara et Macron de Côte d'Ivoire pour avoir dénoncé le néocolonial. Voilà. Elle est camerounaise. Hein? Eh bien, puisqu'on
veut pas que des étrangers prennent le pouvoir au Cameroun. Mais voilà une qui n'est pas étrangère et qui est panafricaniste. Soutenons-la. Alors on m'a dit, on va organiser une rencontre entre toi et Campton. J'ai dit, la rencontre ne changera rien à mon opinion. Tous ceux qui me connaissent savent que cette rencontre va renforcer au contraire mon scepticisme. Sauf deux cas majeurs. Si Campton déclare qu'il se rallie à Cheikh Anta Diop, ce qui me paraît improbable, je ne sais pas, si Narmer me dit quoi. La deuxième possibilité, c'est si Campton dit, moi, j'aspire au pouvoir, mais le pouvoir auquel j'aspire, ce n'est pas un pouvoir personnel solitaire. C'est tout simplement redonner au peuple l'initiative historique. Et le peuple, par voie référendaire, c'est-à-dire démocratie directe, décide quel type de régime il veut. Mais des individus qui viennent avec des élections bidons, tout en sachant eux-mêmes dès le départ que Paul Biya, après 37 ans de partage, de pouvoir sans partage, ne peut pas organiser une élection que lui-même va perdre de son vivant. Après, il vient nous faire la comédie de la crise post-électorale. Et ils envoient les jeunes se faire tuer. C'est terminé. La jeunesse africaine ne doit plus mettre sa poitrine devant des balles, alors que l'enjeu, c'est la gestion du système à l'intérieur du système. On doit se sacrifier seulement s'il y a on doit se positionner seulement s'il y a ce que nous appelons une alternance antisystémique. Voilà. À ce moment-là, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de mouiller le maillot. Ça vaut le coup de se sacrifier. Les mêmes remarques que je fais sont valables pour les gens qui disent qu'ils sont musulmans au nord et qui sont mal à l'aise et ils préfèrent qu'on les rattache à je ne sais quelle autre entité musulmane. On ne peut pas, sur la base d'idéologie religieuse étrangère, concevoir un projet de société en Afrique. Ce serait la défaite du panafricanisme. Donc voilà notre position que je défendrai, n'est-ce pas, à Namur. Bon, évidemment, je leur ai dit, si vous ne me laissez pas une heure de parole, une heure de temps, je ne viens pas. Parce qu'on a dit, les gens vont parler 10 minutes. Je ne parle pas 10 minutes, je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Donc, ils ont dit, on te laisse aussi le temps. Bon, donc, voilà ce que nous avons à dire sur ces questions-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ce que je dis. Mais je ne dis pas les choses pour plaire aux nègres. Je dis les choses pour préparer l'avenir des Africains. Je ne dis pas les choses pour plaire aux nègres. Je n'ignore pas les désaccords. Je n'ignore pas les lacunes des uns et des autres. Mais je parle parce que j'ai la liberté de conscience. C'est la seule chose qui me reste. Et je défends ma liberté jalousement. Et je n'ai jamais vu un nègre qui a pu me censurer. Donc, je termine en disant ceci. Dimanche, vous allez assister à la séance inaugurale de la formation scientifique. Séance inaugurale, dimanche. Donc, toutes les informations vous seront données. Venez nombreux. Venez nombreux. Venez en famille. Parce que nous constituons une seule et même famille. Je suis redevable à la sœur de combat, Ndjoli, que nous on appelle Maman Africa, qui est notre mère effectivement, y compris ma propre mère. Je lui suis redevable de deux choses très rares. La première chose, c'est la fidélité à ses engagements. Pas à ma personne. Je saisis bien la note. Et la deuxième chose, la disponibilité pour la cause de son peuple. Pour la cause de son peuple. Elle emporte les stigmates. Quand on la voit, elle est toujours habillée en africain. Elle assume son authenticité. Elle assume son identité. Elle assume sa posture africaine. Kémite,
je devrais dire. Parce qu'elle est à cheval sur les mots dans nos langues. Voilà pourquoi je prends congé de vous. Je deviens un auditeur studieux et je laisse le frère de combat Narmer et la sœur faire la conclusion qui s'impose au terme de cette séquence vidéo live. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont restées à une heure si tardive pour partager avec nous cette quête de connaissances sur nos frères d'Haïti, sur nos sœurs d'Haïti, qui sont les plus braves parmi les afro-descendants, c'est-à-dire les descendants des Africains déportés. Donc, tant qu'il y a Haïti, il y a l'espoir. Et tant qu'il y a l'espoir, il y aura Haïti. Donc, je demande à la sœur de venir se joindre au frère de combat d'Armer parce que j'en ai fini pour ma part. Donc, je remercie les uns et les autres. Merci Maman Dupi de nous avoir rejoints sur la table et nous allons disons, te donner la parole afin que tu nous en dises plus sur ce que tu nous as préparé autour de l'Association internationale des savants kémitologues dont l'enseignement va être véritablement lancé. La formation scientifique va être lancée dimanche de la semaine prochaine, 12 janvier. Voilà, à toi la parole, sister. Merci Prince pour cet honneur. Merci professeur pour vie, pour cet honneur. Ça me fait chaud au cœur. Premièrement, je dis peut-être. Mais saisi. Une beauté. Après d'avoir entendu tout le déroulé de notre frère, de nos frères en Haïti, j'ai perdu mes mots. Je n'ai plus la parole. C'est difficile à prendre la parole après tout ce que le professeur nous a déroulé, avec tout la crime de sang, avec tous les sacrifices, avec toutes les luttes, avec tout ça. Pourquoi? Juste pour l'argent. C'est juste pour dire à nos ennemis qu'on pouvait vivre en harmonie parce que Dieu il a fait bien la terre. On a suffisamment de choses pour que chacun puisse avoir à vivre sans guerre, sans tuer, sans agresser les autres. On a besoin d'une vraie organisation, une balance, une justice, équité pour chaque enfant dans le monde, pour bien vivre. Parce que ceux qui accumulent les richesses, ils vont laisser. C'est stupide de mettre tout ça dans les banques. Il faut une redéfinition de vivre ensemble. Il faut une redistribution de vivre ensemble. Il faut la méritocratie. Parce que nos ancêtres, ils ont utilisé ça sans torturer personne, sans prison. Et les gens ils ont vécu en harmonie. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas continuer à vivre avec ça et vivre en harmonie. Merci, professeur, pour cette responsabilité que tu m'as donnée.
je veux faire appel à la puissance de Maman Isis, à la puissance de la reine Zinga, à la puissance de tous les mamans qu'ils ont milité. Je ne peux pas énumérer. Vous connaissez tous. Je veux leur force pour qu'on va pour cette guerre, pour essayer d'éradiquer tout ce qui détruit tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui est heureux. Même ceux qui ont l'argent dans les comptes, ils ne sont pas heureux. Alors ça ne sert à rien de détruire tout le monde. Alors, pour cette association qu'on va commencer, merci professeur, je souhaite être dynamique, le moins enfin, tout ce que je peux faire avec ma force pour aider, pour que ça avance, je serai présente. Alors, déjà, avec ce qu'on va commencer demain, j'ai préparé déjà tout ça, c'est-à-dire pour chacun qui va être avec nous, ceux qui vont être actifs, il faut qu'ils soient identifiés. Ça veut dire qu'il faut un peu de l'ordre, parce qu'il y a trop de désordre, il faut un peu de l'ordre. On a une bâche pour chacun qui va être actif, qui est sincère, qu'on va choisir. On a une badge pour tous nos visiteurs, c'est-à-dire de visiting professors qui vont venir, tous les invités qui vont venir. On a une carte de fidélité pour chaque enfant qui va décider à être dans cette réunion. Et on a une carte de visite pour chaque enfant. Et aussi, on a une carte de visite de l'organisateur, c'est-à-dire le prince Narmer, professeur et d'autres personnes qui vont être concernées. Comme ça, s'il y a un de mes enfants, un de nos enfants qui sont partout, qui ont besoin de nous, ils peuvent avoir accès de la façon de nous appeler le plus tôt possible. Peut-être je parlerai avec nos prochaines réunions, mais pour l'instant, professeur et le prince Narmer, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Vous vous exposez pour nous, et ça, je vous félicite. Quand vous allez au lit, ne dites pas que, oh, mais vraiment, je fais un travail inutile. On n'apprécie pas. Non, on vous écoute de tout le bout du monde. Ce que vous faites, c'est essentiel. Parce que, étant donné qu'on a coupé nos parents, les personnes, les élites, ils ont laissé un chaos total. Et vous remettez les choses à leur place. Ça veut dire que le travail que vous faites, c'est nécessaire. Et il faut continuer comme ça. Et je vous remercie. Merci. Merci, maman Guepi, pour ces mots, pour cette présentation qui nous vraiment va droit au cœur, en tout cas qui me vont droit au cœur. Nous arrivons donc progressivement au terme de cette rencontre qui nous a donc permis aujourd'hui de traiter de fond en comble et de rendre hommage, de célébrer la mémoire de Jean-Jacques Dessalines à travers l'idée de Jean-Jacques Dessalines, l'itinéraire d'un révolutionnaire. Cette présentation assurée par le Sèche-Corvie est dans le cadre de la célébration des grandes figures de la Renaissance kémite, le troisième personnage que nous mettons en avant après Sankara et Mugabe. Comme cela a été dit au cours de cette rencontre, demain nous aurons la 55e édition de notre live des grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite. Il va porter sur l'ouvrage de
Joseph Inikori, Forced Migration, the Impact of the Export Slave Trade on African Society. Traduit en bon français, je dirais l'émigration forcée, l'impact de la déportation esclavagiste sur les sociétés africaines. C'est donc de cela que nous traiterons demain avec le Serge Corvi à partir de 20h. Donc demain lundi 6 janvier 2020. Disons que ce programme de demain va donc inaugurer notre semaine qui s'annonce très très chargée. Et le Serge nous a annoncé sa visite à Namur en fin de semaine. Et le lendemain de cette visite à Namur sera à Paris pour animer la formation scientifique qui a lieu dans le dimanche 12 janvier 2020. Et nous aurons l'occasion, dans la semaine, peut-être en tout début de semaine, nous aurons l'occasion de vous dire s'il y aura le grand oral panafricain de la Renaissance kémite qui est censé se dérouler le mercredi. Demain, nous aurons l'occasion de vous apporter la précision au sujet. Décalage d'une semaine. Voilà. L'autre mercredi. Ok, donc j'ai la confirmation. Le Serge m'apporte la précision que ce rendez-vous qui va être, je crois, le 8e ou le 9e, autour des grands taureaux, panafricains pour la Renaissance kémite, ce rendez-vous aura lieu non pas le mercredi 7, mais non pas le mercredi 8, mais le mercredi 15 janvier, c'est-à-dire dans 2 semaines, et il portera, si je ne me trompe pas, sur le thème, c'est précis, hein? Oui. C'est l'expérience est une lanterne qu'on porte dans le dos, virgule, elle éclaire le chemin déjà parcouru, virgule, mais devant demeure l'obscurité, 2 points, aux sources méconnues du confucianisme, c'est-à-dire la spiritualité des adeptes du sage Confucius, qui est donc en Chine une référence incontournable. Voilà, vous venez tous d'entendre le thème, disons, de ce rendez-vous de grand oral panafricain pour la Renaissance kémite. Ça va donc porter sur le confucianisme et cela est prévu le mercredi 15 janvier 2020. En tout cas, dans la semaine qui va commencer, nous ferons une annonce qui va vous donner la formulation exacte, de cette rencontre. Nous voulons donc vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Merci pour les personnes présentes dans cet espace. Merci pour les personnes qui nous suivent. Et surtout, nous tenons à dire que ce programme vous a été proposé en direct sur notre compte Facebook Tameri Sematawi. Il fera l'objet d'une diffusion sur notre chaîne YouTube Tameri Sematawi Mahad. Pour les personnes qui désirent suivre notre actualité, vous pouvez aimer ou liker notre page Facebook Tameri Sematawi Njewoti. Sinon, vous êtes les bienvenus à la librairie Tameri Sematawi, située au 19 rue du Chalet, 75010 à Paris. Nous sommes joignables par téléphone au 06 10 82 29 18 et par mail sur tameri75@aol.com. Nous avons mis en ligne depuis le 1er janvier 2020, depuis le 1er janvier, donc il y a quelques jours, un site internet tamerisematawi.com qui vous permettrait de découvrir nos publications et de pouvoir passer vos commandes. Nous vous invitons à nous faire des retours, à rendre visite à ce site qui va donc être dorénavant un outil supplémentaire mis à votre disposition pour vous permettre l'accès
à nos publications, à tout ce que nous proposons dans le cadre de notre projet, de notre travail pour la Renaissance Kémy. Merci encore de nous avoir accompagnés et nous ne pouvons terminer cette rencontre sans vous dire Matondo. 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 Okay. Au tête. Au tête. Au tête. Oui, ça va. Oui, c'est ça que j'ai besoin. D'accord, ça Jean-Jean. La crème. Bon, il faut qu'on le rende. Demain. On va. Oui. Attends, oui. Tu me permets de mettre fin à cette. Et ensuite, je suis à toi. Ok. D'accord. Elle est là. Elle est là. Il faut que ceux qui ne sont pas élargis puissent s'évaluer. Moi déjà. Puis élargir. La dernière. Ça veut dire qu'il faut marquer la contribution au Alors, vous avez compris. Non, attends, je vais mettre fin à la. Je vais mettre fin à l'enregistrement et après je vais pouvoir répondre facilement aux questions. Oui, j'ai déjà imprimé. Donc, le frère va noter dans le stylo. Et puis, S'il te plaît, est-ce que tu sais comment on peut mettre fin à cette vidéo sans la couper? comme d'habitude. Sans la couper. Oui. Franchement, en technologie. On est là en technologie. Attends, mets-toi de ce côté. Mais tu sais interrompre? Oui. Il faut qu'on interrompe là, ça continue l'enregistrement. Attends, voilà, voulez-vous continuer la diffusion?